Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Paddock pour ce débrief tant attendu du Grand Prix du Qatar, un Grand Prix fou qu'on a eu ce week-end grâce en partie à McLaren, mais on va y revenir petit à petit. À ma droite, Louis et Lisa qui fait son retour dans l'émission, on ne l'avait pas vu depuis quelques semaines. Et à ma gauche, Victor et Fabio, comment allez-vous? Eh bien, tout va bien. Prêt à parler de ce Grand Prix mouvementé, j'imagine. Ouais, envie de parler de ce Grand Prix. Mouvementé. Ouais, on s'attendait pas à ça, on pensait que ça allait être une course pas terrible au final. Bon alors sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec nos trois enseignements. Évidemment, on va pas garder un faux suspense, on va tout de suite entamer avec la grosse erreur stratégique de McLaren dans ce Grand Prix qui nous a animé la course d'une certaine manière et qui a retardé l'échéance du championnat et le sacre potentiel de Lando Norris. Faire un petit récap de ce qui s'est passé pour vous rafraîchir la mémoire. À la fin du 7e tour, safety car à cause d'un accident entre Pierre Gasly et Nico Hülkenberg. Tout le monde plonge dans la voie des stands, sauf les deux McLaren qui étaient à ce moment-là en tête. Piastri devant, qui n'était pas en tête, il me semble. Non, Norris était 3. Ouais, Norris était 3. Mais donc les deux McLaren ne plongent pas. Il s'avère que c'est une grosse erreur. On a un peu, les commentateurs et les gens ont un peu hésité puisqu'il y avait cette règle des 2 arrêts minimum avec 25 tours sur la gomme. Est-ce qu'en s'arrêtant à la fin du 7e tour, ça allait être suffisant pour aller au bout des 57 tours du Grand Prix? Oui, c'était pile le bon timing puisqu'en fait en sortant de la voie des stands, on entamait le 8e tour de la course, donc c'était parfait. Évidemment, il n'y avait plus de flexibilité après, il y avait forcément un arrêt à faire à la fin du 32e tour. Mais voilà, en fait, McLaren a pris le risque de ne pas s'arrêter. Alors, on peut parler d'erreur, de prise de risque pour ne pas faire s'arrêter un des deux pilotes avant l'autre. Et voilà, je voulais avoir un peu vos pensées sur cette erreur qui, au final, malgré le gros rythme de McLaren, coûte très cher, comptablement. Ouais, comptablement, ça coûte très cher. Puis d'enchaîner ça avec la double disqualification à Las Vegas, ça fait quand même lourd en 2 semaines. Donc, qui recommence peut-être pas à faire ça à Abu Dhabi parce que là, le championnat, ils vont le perdre pour de bon, quoi. Donc, non, c'est quand même une grosse erreur. C'est sûr que quand on peut se dire que c'est compréhensible qu'ils hésitent, mais quand on voit que tout le monde pite derrière, à part Ocon, mais enfin voilà, ça fait quand même un peu bizarre, quoi. C'est un peu étonnant de la part d'un top team comme ça de pas prendre cette décision. Ouais, à ne pas avantager l'un ou l'autre, au final, ils se sont fait punir tous les deux et malheureusement, on va avoir un Grand Prix épique la semaine prochaine pour le plus grand plaisir de nous tous. Donc voilà, c'est cool. Oui, bah, c'est le problème qu'on soulève depuis, j'ai envie de dire, presque toute la saison. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais de ne pas avoir un pilote 1 et un pilote 2. Et donc, ça se paye. Après, c'est tout à leur honneur, hein, à voir si ça leur porte chance ou non. Parce que bah, c'est quand même, je pense pour les pilotes, dans leur intérieur, ça doit être très dur à rester focus parce que déjà ils doivent avoir la pression d'être champion ou non. En plus de gérer un peu cette rivalité vraiment qui n'a pas de dessus l'un sur l'autre, bah, ça emmène à un dernier Grand Prix où rien n'est sûr. Et comme on avait dit la dernière fois que j'étais là, Verstappen n'a toujours pas perdu, hein. Donc c'est... Franchement, je souligne surtout, moi, la performance de Verstappen qui s'est pas laissé abattre toute la saison et qui a toujours cru en... Enfin, qui n'a jamais, en fait, baissé son rythme. Et au final, ça lui porte chance vu que bah, là, il est toujours à la course au titre et c'est très intéressant. Ouais, Victor, pour l'écurie championne donc de la saison, McLaren qui est, on le rappelle, champion constructeur, c'est inacceptable, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu Red Bull, on n'a jamais vu Mercedes dans leurs années de domination autant se rater stratégiquement sur toute une saison. Donc il va falloir se poser des questions, sur comment ils ont adopté la stratégie cette année entre les deux pilotes. Et ça va sûrement changer l'année prochaine parce que c'est pas possible d'être à la dernière course encore dans le match face à Verstappen. Fabio, je voulais juste te faire réagir sur Oscar Piastri qui était sans mots à l'arrivée, on y reviendra avec la radio, mais dans une situation sans cette erreur de McLaren, il gagnait potentiellement la course avec un Norris 3e, puisqu'on sait la difficulté de dépasser, ça fait qu'à la fin il aurait été à 12 points du leader Lando Norris, là il se retrouve à 16 points, et c'est Verstappen qui a 12 points, donc lui il perd un peu tout à cause de cette stratégie.
malgré un gros rythme avec sa McLaren dans le Grand Prix. Bah, c'est clair, sans cette erreur stratégique de McLaren, c'est un week-end parfait pour Piastri. Pole en qualification sprint, victoire en course sprint, pole pour les qualifications du Grand Prix. Enfin, si on retire cette erreur de McLaren, c'est un week-end parfait pour Piastri qui revient un petit peu en force alors que ça fait longtemps qu'il est plus dedans. Donc ouais, non, je comprends son énervement à Piastri parce que c'est énorme ce qu'il nous a proposé ce week-end. Il avait vraiment un bon rythme, il était vraiment au-dessus de Norris. Donc non, je comprends sa frustration. C'est sûr que c'est une belle deuxième place quand même. Et quand on peut aller chercher la première place, c'est sûr que c'est compréhensible qu'il soit sans mots et vraiment aussi déçu que ça à l'arrivée et en interview, quoi. Lisa, t'en avais un peu parlé. Max Verstappen, t'as un peu amorcé notre deuxième enseignement, c'est tout simplement sa course parfaite. Déjà, son week-end, on l'a connu en grande difficulté avec une Red Bull qui rebondissait énormément sur ce tracé de Losail. Donc c'était très compliqué, on l'a vu en qualif, il était très loin des McLaren. Mais au départ, incisif sur Lando Norris, il parvient tout de suite à prendre la deuxième place. Très bonne stratégie et il peut remercier Anna Schmitz qui est la chef stratège de Red Bull. Et ensuite, il a su creuser un écart, il me semble, de 17 secondes sur Carlos Sainz qui est à ce moment-là deuxième pour, lorsque tous les pilotes allaient s'arrêter au 32e tour, ne pas être gênés en fait, dans le box et de ne pas devoir laisser repartir des pilotes ou de risquer une unsafe release et donc potentiellement une pénalité. Donc gros travail de ce côté-là. Et avec une voiture qui était en grande difficulté et un mauvais rythme, par rapport au McLaren, toute proportion gardée, il a quand même sorti une nouvelle fois un Grand Prix, un nouveau tour de son chapeau. On ne peut que s'incliner face à ce quadruple champion du monde. Ouais, franchement, c'est Max Verstappen, quoi. Moi, ça m'étonne même plus, j'ai envie de dire, même si, attention, vraiment, il fait une énorme performance, parce qu'avec la voiture qu'il a, et de toute façon, on le voit avec son coéquipier, hein, c'est triste à dire, mais c'est un peu comme chez Ferrari, on voit l'écart entre les deux pilotes, même si ça me fait du mal de le dire, et que ils ont la même voiture. Donc c'est vraiment, ça prouve qu'il est un grand champion et que même avec une voiture comme ça, il peut être un concurrent au titre, et ça enlève un peu ce mythe de la F1, c'est la voiture qui emmène le pilote et pas l'inverse. Et là, on voit bien que en fait, c'est le pilote qui fait le pilotage et la victoire, même si bien sûr, hein, il y a des petites nuances. Si vraiment la voiture est extrêmement mauvaise, le pilote peut pas faire grand-chose. Mais là, franchement, avec la voiture qu'il a, le gap entre la McLaren et la Red Bull, il est énorme. Et franchement, il n'y a rien à dire. Hein, Verstappen, il est légendaire, c'est le mot. Bon, moi, j'enlève rien au talent de Verstappen, mais c'est pour moi un travail d'équipe, hein. Franchement, Red Bull a su réadapter la voiture comme il fallait sur le circuit, parce qu'il fait quand même 6e, je crois, au quali sprint. Et ils ont su réadapter la voiture en très peu de temps, ce qui est pour moi juste phénoménal, hein. C'est vraiment Red Bull qui s'adapte le mieux à chaque fois à toute situation quand ils sont en danger. Donc non, grosse performance évidemment de Verstappen, et il fait le boulot à doubler une des deux McLaren au départ. Donc il avait déjà fait la moitié du boulot en soi. Je complète ce que tu dis sur l'adaptation de Red Bull. On a entendu Zak Brown et Andrea Stella dire qu'ils ne voulaient pas changer leur stratégie de départ. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas arrêtés à la fin du 6e tour. C'est vrai qu'en Formule 1, la stratégie, c'est aussi une question d'adaptabilité et d'anticipation. Ce que Red Bull, là, sait faire peut-être parfaitement par rapport aux autres. Et justement, c'est étonnant parce que ça reste une équipe qui est assez jeune quand même en Formule 1 pour l'histoire de la Formule 1. Et surtout un team principal qui est jeune chez Red Bull. Et Laurent Mekies qui est arrivé il y a quelques Spa, Grands Prix. C'est ça, qui est arrivé dans la saison à Spa et qui, pour le coup, depuis qu'il est arrivé, ça se passe bien pour Max Verstappen. Il y a vraiment une belle connexion je trouve, entre les deux. On voit qu'il est plus à l'écoute de Max Verstappen sur les réglages de la voiture. Et justement, ça a tout changé au Brésil. La modification d'avoir mis le nouveau moteur, etc. et tout. Ça a tout changé ici aussi. Donc en fait, c'est des prises de risques. Mais pour le coup, c'est des prises de risque qui marchent. Donc c'est vraiment bien de voir, et je suis d'accord avec toi, je rejoins vraiment ça. C'est vraiment un truc d'équipe, pour le coup, je trouve, cette saison, où des ingénieurs aussi qui ont fait un bon travail avec le fond plat, qui a bien amélioré la voiture autour justement du Grand Prix de Spa, Hongrie, etc. Donc non, je trouve que c'est vraiment une belle saison d'équipe pour Red Bull, qui pour le coup fait un peu le chasseur cette saison, mais qui le fait très bien. Et parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans le week-end, ils sont revenus à un ancien moteur qu'ils avaient déjà utilisé. Et moi, je trouve que c'est quand même une assez grosse prise de risque. Ils avaient un moteur tout neuf après le Brésil. C'est sûrement d'ailleurs ce moteur qui leur a posé des problèmes en essai libre, en qualification. Ils ont pris le risque de revenir sur une toute nouvelle boîte de vitesse, moteur, tout le bloc complet.
Ils sont revenus sur une ancienne version et je trouve que c'est quand même assez risqué et ça a payé. Victor, je voulais te poser une question. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de Verstappen cette année, en 2025, est-ce qu'on n'a pas l'impression pour la première fois de revoir ce qu'on a vu, notamment dans les années Vettel, Alonso? C'est-à-dire qu'Alonso, dans une Ferrari qui était parfois compliquée à conduire, termine quand même 2 fois à 3 et à 2 et 3 points, il me semble, de Vettel au championnat. Il frôle le titre 2 fois. Et c'est un peu ce Verstappen-là qu'on voit cette année, c'est-à-dire une voiture qui est quand même bien en deçà sur beaucoup de courses, et il est quand même là à 12 points au final. Est-ce que c'est pas la première fois en F1 depuis ces années Alonso-Vettel, en 2010 et 2012, qu'on revoit un pilote comme ça arriver à accrocher deux voitures supersoniques? Ouais, c'est la marque des grands champions, tout simplement, de toujours maximiser le potentiel de la voiture, le résultat. Chercher toujours ce que la voiture peut faire et même un petit peu plus. Et même, moi, je voulais revenir sur l'aspect psychologique aussi de Verstappen. À chaque conférence de presse, il choisit toujours ses mots pour piquer un peu McLaren. Ensuite, les journalistes reposent les questions au pilote McLaren. On voit que ça a un impact psychologique. Donc Verstappen, sur tous les terrains, hors de la piste, sur la piste, il est partout. Voilà, c'est un monstre. C'est un monstre, tout simplement. Lisa, tu voulais dire quelque chose, Ouais. il me semble. Je voulais juste revenir sur le fait que Fabio disait que cette année c'était une performance d'équipe et tout. Mais je trouve personnellement que Red Bull, c'est une des écuries qui a été sur beaucoup d'années et en longévité, a été celle qui a commis le moins d'erreurs stratégiquement et qui a toujours été très rapide en pit stop, qui a toujours beaucoup communiqué avec ses pilotes, qui les écoute, quand un pilote se sent plus de rentrer plus tôt ou plus tard, essaye de s'adapter. Et je pense que c'est pas nouveau, hein. Je pense que cette nouvelle arrivée à la tête de Red Bull, elle est vraiment dans la continuité de la mentalité du team et c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Red Bull, c'est vraiment une équipe de course. Alors que Ferrari, McLaren, c'est plutôt une équipe de marque. On a des choses à gérer, alors que Red Bull, c'est la course, la course, la course. Ils choisissent Verstappen pour gagner, c'est Verstappen qui gagne. C'est une bonne remarque que tu fais, parce qu'en fait, Ferrari, on a beau louer le mythe de la marque comme une religion en Italie, mais en fait, en 2025 en Formule 1, ce n'est pas parce que la marque est une religion dans tel ou tel pays ou un mythe que ça fait gagner des courses et des championnats. Et ça, Red Bull l'a bien compris, puisqu'ils se sont construits autour à la base d'une boisson énergisante. Donc il n'y a pas d'histoire, Ouais, c'est ce que... il n'y a pas de mythe, mais ils sont là juste pour gagner. Tu as raison, ils prennent les meilleurs dans chaque domaine, et force est de constater que depuis maintenant 20 ans, ça fonctionne. Ouais, Red Bull, il tire un peu cet avantage de ne pas avoir d'aura, je dirais, à conserver et ils n'ont pas leur voiture à vendre sur la route banale, je dirais. Donc, ils tirent un peu profit de ça et ils ont ça à mettre à moins à mettre de côté et ils ont vraiment que la course pour se focus, quoi. Donc, Ils font des gros choix hein, parce qu'ils ont quand même viré Christian Horner, qui était un cadre depuis. Il est arrivé en quelle année 2010 Ah là, Tout il était début là de depuis le Russell, tout il est à début, la ouais, naissance. Et depuis qu'il est arrivé, Laurent Mekies a su remettre Verstappen dans la course. On se rappelle qu'il était quand même à 104 points à Zandvoort. Là, il est plus qu'à 12. Voilà, donc chapeau à Red Bull. Donc c'était 104 points sur Piastri et qu'il est devant Piastri Oui. maintenant pour 4 points. Ouais, Donc il a déjà Parce qu'à ce moment-là, remonté Piastri 110 était il a points. déjà leader. remonté son point, ouais, c'est vrai. Bon, on a loué les mérites à juste titre de Red Bull. Maintenant, on va changer d'écurie. On va parler d'une écurie qui est un mythe en Italie spécialement, c'est Ferrari, pour revenir sur un week-end qui a été vraiment catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. On parlera d'Hamilton en fin d'émission avec toi, Louis. Charles Leclerc a tenté tant bien que mal d'accrocher un résultat avec cette voiture, mais on l'a vu même en qualif partir en double tête à queue, une voiture vraiment instable dans tous les virages, absolument sans performance et rendant les pilotes qui ne pouvait absolument rien faire à son volant. à l'image de la saison hein, et de Ferrari, ces grosses dernières années, des pilotes qui sont pas là ni mentalement ni sur la piste. Comme tu l'as dit, Leclerc qui, je sais pas où il va chercher ces performances-là, même si c'est pas devant, mais en tout cas, il fait beaucoup mieux que Hamilton. Et peut-être qu'il va chercher ça dans le fait qu'il est très attaché à Ferrari, que c'est un enfant de l'écurie et qu'il y croit jusqu'au bout. Peut-être à lui de revoir un petit peu, de trouver une porte de sortie. Malheureusement, Ferrari et Charles, c'est une belle histoire, mais peut-être qu'un jour il faut arrêter
le massacre. Et il y avait des rumeurs de discussion avec Aston Martin. En tout cas, on sait qu'Adrian Newey prendra la direction de l'écurie l'année prochaine. On verra à court terme, dans les années à venir, si Charles Leclerc prendra cette option de la victoire au-dessus de l'amour peut-être de la marque. Bon, après, la victoire avec Aston Martin, il faut peut-être remettre les choses à On leur n'y est pas place. encore, Mais mais en tout cas, ce qui se construit avec Adrian Newey, Oui, qui est oui. quand même historiquement l'un des plus, si ce n'est le plus grand ingénieur designer de monoplace de l'histoire de la F1, il y a des bonnes raisons de croire à la réussite de ce projet quand même sur le papier. Honda en constructeur moteur Exactement. aussi, qui est quand même assez performant. On l'a vu toutes ces années avec Red Bull. Mais moi, pour revenir un peu sur Ferrari, tous les week-ends, je regarde à chaque fois la même chose. C'est un diagramme sur l'estimation du rythme de course des monoplaces. Et quand ce week-end, on voit la Ferrari derrière Aston Martin et même au même niveau que Racing Bulls, à plus de 7 dixièmes des McLaren et de Max Verstappen qui est après à égalité, bah, ça fait peur. En fait, ça fait peur dans une écurie où les pilotes disent non, j'ai pas hâte d'être l'année prochaine. Bah, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas hâte d'être l'année prochaine quand on voit la performance et l'instabilité de cette voiture. On a l'impression qu'ils ont même presque régressé entre l'année dernière et cette année. Donc non, ça fait peur. Point positif pour l'écurie, ils ont le titre des pit stops les plus rapides de la saison. Mais on n'a rien d'autre à leur louer malheureusement cette saison. Donc ça fait un petit peu peur pour l'écurie si mythique qu'est Ferrari, quoi. Ouais, bon, quand on voit à chaque fois Leclerc qui se bat en qualif, on a l'impression il peut mourir sur la piste pour être premier. Enfin, à chaque fois, il essaye de pousser au maximum la voiture et on l'a vu en qualif, il s'est fait peur de fou. Bon, il a réussi à l'amener en Q3, 9ème malheureusement. Et à faire 8ème dans le Grand Prix. Et à faire aussi. 8ème dans le Grand Prix, ouais. Donc chapeau à lui. Bon, Lewis, on en reparlera après, quoi. c'est dommage parce qu'on a surtout l'impression que les pilotes se battent contre eux-mêmes et contre leur voiture plutôt que contre les autres pilotes. Donc c'est vraiment très très étonnant et que Ferrari sache pas rebondir et faire comme Red Bull, tu disais, et faire les réglages qu'il faut et s'améliorer en fait. Comme disait Fabio, ils vont en arrière. Donc franchement, ça laisse sans mots pour une écurie comme Ferrari. Et sur un circuit avec ses caractéristiques au Qatar, c'est sûr qu'avec une voiture sous-performante, ça ne pardonne pas. Et surtout en qualif, et quand on sait que c'était quasiment impossible de dépasser en piste, il y avait peu d'espoir. Et d'ailleurs, Charles Leclerc accroche les points, notamment avec les problèmes de certains pilotes devant lui, ce qui n'est pas le cas d'Hamilton qui échoue à la deuxième place. On va passer au bonus-malus à présent pour revenir un peu plus en détail sur certains pilotes, certains de nos choix de ce week-end. Et on va commencer avec la radio. On a choisi de parler de celle de Piastri à l'arrivée, qui dit qu'il est sans voix et qu'il n'a pas les mots pour expliquer ce qui vient de se passer. Là, on voit tout le désarroi d'un pilote qui, on pourra tout dire, on pourra dire que oui, certes, il aurait pu gagner, revenir à 12 points de Lando Norris. Maintenant, il y a quand même eu pas mal de Grands Prix. Il a connu des problèmes, des abandons. On se souvient de l'Azerbaïdjan, on se souvient de son crash aussi en course sprint à Sao Paulo. Donc, tout ne se jouait pas dans cette course. Néanmoins, on a vraiment un pilote qui est désabusé contre sa propre équipe finalement, puisque s'il est sans mots, c'est à cause de la stratégie. Et d'ailleurs, on l'a vu réagir sur les réseaux sociaux. Un post simple, sans description, une seule photo en mauvaise qualité, vraiment peu d'efforts, alors que normalement, les pilotes font attention, c'est des détails qui comptent. Là, il y avait vraiment la volonté de partir, de tourner la page au plus vite de ce Grand Prix du Qatar. Il se retrouve à 16 points alors qu'il espérait être à 12 points, ce qui change quand même pas mal de choses, puisqu'en plus, il est tombé à la 3e place dans la course au titre derrière Verstappen. Ça veut dire qu'il ne terminera peut-être même pas 2e, donc c'est sûr qu'il y a un monde peut-être qui s'effondre pour Oscar Piastri, et il s'en est peut-être rendu compte au Qatar, si ce n'était pas le cas avant, quand il a connu tous ses déboires. On passe maintenant au meilleur dépassement, et c'est toi Lisa qui nous en parle. Justement, c'est le pilote qu'on vient d'évoquer, Oscar Piastri, qui a réalisé un dépassement sur Andrea Kimi Antonelli. Oui, on a choisi Piastri en meilleur dépassement parce qu'on le voit, il le fait quand il faut. Vraiment, là, il en avait besoin et on le voit donc partir de la ligne droite des stands. Il se met à l'intérieur de Antonelli et il retarde vraiment énormément son freinage. Bon, je ne sais pas s'il y avait besoin de le faire autant vu qu'Antonelli n'a pas opposé résistance. Mais en tout cas, on salue la performance parce que de retarder autant ce freinage dans ce virage, c'est saluable. Et donc Piastri prenait la 3e place sur Antonelli, un moment vraiment charnière du Grand Prix. Un moment important, puisqu'à ce moment-là, tous les autres pilotes allaient s'arrêter dans 2 tours, mais il fallait surtout dépasser Antonelli.
pour ne pas perdre de temps. Pendant, même si c'était 2 tours, fallait pas perdre ne serait-ce que 4-5 secondes derrière l'Italien. Vraiment un dépassement qui symbolise presque le désespoir aussi de savoir que depuis une vingtaine de tours, la stratégie McLaren s'est ratée. Donc maintenant, dos au mur, il faut foncer. Donc il s'est jeté au premier virage comme si sa vie en dépendait pour maximiser la performance absolument. Oui, essayer de créer un mini gap avant que les autres reviennent de leur pit stop. Bon, je pense que à l'inverse de Norris, qui a eu un peu plus de mal à dépasser quand il fallait, il a réussi un peu à prendre avantage de ça et même prendre les petites secondes qu'il fallait prendre pour se mettre à cette 3e place. Ouais, et c'est ça. Fabio, en tout cas, il y a un autre pilote qui a très très bien performé, qui a décroché un podium, c'est Carlos Sainz pour Williams. Et oui, on aurait pu donner la maestria du week-end à Max Verstappen, mais comme on en a parlé tout à l'heure, on ne le fait pas. Donc, qui d'autre de Carlos Sainz pour la maestria? Il signe donc son 2e podium de la saison. C'est 2 de plus que Lewis Hamilton cette saison chez Ferrari. La stat fait mal. La stat fait très mal. Donc cette performance, elle est très importante pour Sainz, car il se place vraiment sur cette fin de saison sur un niveau meilleur que son coéquipier. Il a réussi justement à s'adapter à cette monoplace. Il faut rappeler que c'est pas simple. Il n'a jamais conduit avec un moteur Mercedes. La Williams est particulière à conduire avec quand même peu d'appui aérodynamique par rapport à d'autres monoplaces. Avec ce podium, du coup, il remonte à la 9e place du championnat juste derrière son coéquipier. Il y a seulement 9 points de celui-ci, donc c'est 64 pour Sainz et 73 pour Albon. Mais quand on regarde sur la piste, c'est 2 podiums de plus qu'Alexander Albon cette saison. Alexander Albon a fait 5e place. Albon en a fait 2 aussi de son côté. Donc c'est quand même une grosse saison. Et surtout, si on regarde les 7 dernières courses, c'est 48 points marqués pour Sainz avec 2 podiums. Quant à Albon, c'est que 3. Donc ça fait un peu mal sur cette fin de saison. Alors, il a mal commencé la saison. Ça s'explique par rapport à l'adaptation, mais sur cette fin de saison, c'est terrifiant de voir Sainz à ce niveau-là. Terrifiant dans le bon sens, bien évidemment. Donc à voir l'année prochaine. Mais je pense que Carlos Sainz peut faire du mal, finalement, peut-être à Albon, qu'on voyait très performant par rapport à ses coéquipiers. Mais là, Sainz montre que voilà, c'est un pilote de haute classe et qui mérite d'être dans une écurie de top team. Autre donc, statistique intéressante, Williams a marqué autant de points que Ferrari sur ses 3 derniers Grands Prix. Donc c'est 26 points pour les 2 écuries sur ces 3 derniers Grands Prix. Donc, sachant que c'est fait en seulement 2 Grands Prix pour Williams. Donc, non, ça fait très très mal quand même pour Ferrari quand on se dit Williams, c'est très bien. Mais Ferrari, c'est loin de ce qu'on espère. Enfin, voilà, vraiment une énorme performance de Sainz qui ne nous étonne pas quand on voit l'étendue du talent du pilote. Et peut-être aller chercher une performance encore assez folle à Abu Dhabi, on espère en tout cas. Est-ce que Sainz ne serait pas finalement content d'être parti de chez Ferrari, de cette de ne pas avoir été reconduit par Ferrari, parce qu'il n'est pas parti de son plein gré, mais on peut se poser la question. Mais peut-être que lui se pose la question de voir Ferrari autant avoir du mal, notamment là au Qatar, et lui décrocher un Je pense podium. que mentalement, ça lui sauve quelques séances de psy, quoi. Le début de la saison, on l'a dit, mentalement, ça a été difficile pour lui le début de la saison quand même, parce que voilà... Albon réussissait très bien, lui a quelques fois réussi à marquer des points avec une 10e, une 8e place en Autriche. Mais là, cette fin de saison, elle est incroyable. En fonction alors ça sera dur, mais en fonction de ce qui se passe sur le dernier Grand Prix, il peut finir devant son coéquipier. Donc non, c'est très très fort ce qu'il nous propose sur les 7 derniers Grands Prix. Là, c'est 48 points dans une Williams. Franchement, c'est fort. Puis le cas Sainz, c'est très intéressant, puisque si on le compare à Lewis Hamilton, alors encore Lewis Hamilton, mais les deux ont changé d'écurie dans un environnement qu'ils ne connaissaient pas du tout. Il y a eu un temps d'adaptation pour Sainz, on l'avait critiqué en début de saison parce qu'il y avait du mal au niveau de la voiture, mais il y avait ce temps d'adaptation. Au final, sur cette deuxième partie de saison, c'est lui qui performe plus qu'Albon. Hamilton... c'est 1 an de temps d'adaptation. Le temps d'adaptation, en tout cas, il est beaucoup plus long. Et par rapport à Sainz, elle n'y est pas, en tout cas l'adaptation cette fin de saison, et ça fait tâche en tout. Mais surtout que la comparaison directe, c'est son coéquipier. Oui, y a pas... on le voit tout de suite. Bien sûr. C'est pas la même écurie non plus, c'est pas la même pression. Là, Sainz, il arrive chez Williams. Après, vous allez me dire... C'est une écurie en construction aussi, c'est ça que tu veux dire, peut-être Louis aussi, j'imagine. C'est qu'il y a moins la pression, il n'y a pas de pression de titre ou de c'est ça que je veux dire. C'est ça, il n'y a pas de pression de titre ou même médiatiquement. Là, franchement... Pourquoi tu fais cette tête? Même si ça fait bientôt 30 ans que Williams... Même si Hamilton est 7 fois champion du monde et Sainz non. Donc, mais il arrive dans une nouvelle écurie, on l'a vu dans différents sports.
arriver dans un nouvel environnement, Je suis d'accord avec toi. c'est Mais toujours un peu un compliqué. an, avant-dernier Grand Prix, il sort en Q1. Nous, Ah on oui, sait non, mais souvent, je ne juge pas ses performances, hein. Je sais qu'elles sont compliquées, mais voilà, j'essaie un peu de le défendre. Bon, pour calmer un peu les débats, on va parler de notre grand-père préféré, qui n'est autre que Fernando Alonso, qui est Grand-père toujours là, le grand-père. Le grand-père. Ma langue a d'accord. peut-être un peu fourché. Mais donc, Victor, c'est toi qui nous parle de Fernando Alonso, qui, certes un peu en retrait, fait un très beau week-end dès la qualification sprint. Ouais, il fait même une très belle fin de saison, parce qu'on se rappelle en début d'année, il fait peut-être le pire début de saison de sa carrière. Je crois que c'est 12 ou 13 premières courses, il a mis aucun point. Il s'était fait un peu balader par Stroll, mais là, il fait encore de la résistance. Il est encore très bon, hein, il a tout son talent. Il fait un week-end très propre, qualification sprint, il se classe 3e. Il prend pas un très bon départ, finalement il arrive à ramener la 7e position pour inscrire 2 points. Ensuite, le samedi, il fait une belle qualification, un beau Grand Prix. Il y a cette petite erreur avec ce petit tête à queue qui lui fait perdre 2 positions sur Hadjar et Russell. Il récupère finalement sa position sur Hadjar. Mais c'est un week-end très propre de la part d'Alonso. Stratégiquement, tout s'est bien passé. Il a encore de la vitesse, il a encore de l'envie aussi pour l'année prochaine, en fonction, on en a parlé, de la voiture qu'Adrian Newey va construire. Donc si Alonso peut aller chercher encore des podiums, des bonnes places, il sera toujours là. Et puis la stat est terrifiante, 35 qualifications à 0 sur les 35 dernières qualifications pour Alonso par rapport à Stroll. C'est Ça quand aussi, ça fait mal. ça fait très très mal d'un coéquipier à l'autre, quoi. Louis, tu Très vas nous parler. compliqué. Tu voulais réagir sur. Ah non, pas du tout. Tu vas nous parler, on va terminer avant le petit jeu par Lewis Hamilton, mais je voudrais bien que tu reviennes aussi sur les déclarations, parce qu'on a déjà un peu évoqué la performance, et sur les déclarations qu'il a eues ce week-end. Au micro de Canal+, avec Laurent Dupin, il parle du pire week-end de sa carrière. Ouais, c'est la il question peine à qu'on lui a répondre. posée, ouais. On a l'impression que le Britannique a lâché l'affaire, en fait, totalement. Ouais, bah, là, il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui et que l'année se termine, hein, clairement. Il a juste répondu oui à la question si c'était le pire moment de sa carrière. Alors, il est juste blasé et voilà, il avait envie de finir les interviews. Mais je pense sincèrement que après avoir vécu 2021, après il y a débat, mais là c'est pas du tout la même chose. Il se bat pas, là il se bat contre sa voiture, il se bat pas contre Verstappen. Il se rend compte que même à fond, il y arrive pas quoi. Donc il est 18e. Je sais pas si on se rend compte, il se bat avec Stroll et les Alpines en bas de classement, en bas de tableau quoi. Donc après il fait une course, je vais pas dire honorable, il fait un bon départ. Il est 13e, il partait 18e, il remonte 13e, il se fait doubler par Lawson. Bravo. Il fait un très bon départ. Non mais il fait un bon départ, il fait un bon Oui, départ. un bon départ, mais bon. Ah, et ensuite il est 14e tout le long de la course. Et j'ai dit qu'il avait fait un bon départ, pas une bonne course. D'accord. Et après, il était parti en soft justement. L'incident entre Hülkenberg et Gasly a un petit peu ruiné sa stratégie, je pense. Et après, il l'a dit justement au micro de Canal+, qu'il aurait pu finir dans les points. Bon, après, avec Je des si on corrige. fait le monde, mais Je corrige Dis-nous, Lise. Marius, c'était au micro de Pauline, il me semble. Moi, il me semble que c'était au micro de. Non, c'est Pauline Sanzé Pauline qui l'a Sanzé. répondu très Très bon, rapidement. ouais. Pauline Sanzé. Non, mais t'as raison. T'as totalement raison. Et après la course, c'était Laurent Dupin. Et après la course, c'était Laurent Dupin, c'est ça. Mais par contre, pour continuer sur Lewis Hamilton, 2 points qui le séparent d'Antonelli. Je sais pas comment il va garder cette place au championnat. Je pense qu'il finira derrière le rookie italien. Ça fait mal quand même pour en 7e champion du monde. Mais voilà, ça fait mal pour Ferrari, quoi. Ça fait mal, mais il semble qu'il a lâché l'affaire, donc au bout d'un moment, on peut pas... On verra l'année prochaine, quoi. Voilà. On espère pour Ferrari qu'il n'a pas lâché l'affaire, parce que sinon, ça serait quand même un comportement assez discutable venant d'un septième champion du monde. Lâcher l'affaire après une année difficile, c'est quand même pas ce qu'on lui connaît habituellement. Bon, après, hein, il a beaucoup changé de comportement après 2021, donc je pense que ça va dans la continuité de la chose. Voilà. En tout cas, merci. On va clôturer cette émission par un petit jeu, rien de bien original ni de compliqué. Enfin, ça dépendra de vous. C'est notre niveau. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les 3 pilotes, on le rappelle, hein, c'est la première fois depuis 15 ans et cette année 2010 où il y a plus de 2 pilotes qui peuvent qui peuvent être champions du monde à Abu Dhabi. En 2010, c'était Vettel, Mark Webber, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et c'était Vettel qui avait été champion, alors même qu'en arrivant à Abu Dhabi, il était 4e au championnat à 15 points de retard. Verstappen, 3e au championnat mais avec 15 points de C'était retard. Hamilton avec 22, 4e.
Verstappen a 12 points de retard et Piastri 16. Ça donne une idée de la comment les possibilité. événements pourraient tourner. C'était le même barème de points à l'époque en plus. Donc, si Verstappen est champion au 5e titre, si c'est Norris ou Piastri, c'est un nouveau champion du monde dans l'histoire de la 35e. F1. Le 35e, Louis, t'as raison. Donc, vous allez pouvoir me citer les 34 champions du Ah monde non, mais euh, ça va pas. de Formule 1 sans me donner la date. Hein. Je veux juste les noms, on va pas faire avec la date dans l'ordre. Bon, mais il y en a Vous pas allez 34. Il y a Si, 34 il y en a champions du 34. monde dans Ah la oui, F1 ok. depuis 1950. Ah oui, pardon. Mais... Mais j'ai pas besoin de la date, j'ai juste besoin. Moi, je peux en du- dire un. Lewis Hamilton. Allez, tu débrouilles. Eh bah, tu sais quoi, Lisa, j'allais te faire commencer. Ah bah puisque- voilà, j'ai pris les devants. Excuse-moi. Puisque honneur aux dames, et Lewis Hamilton est évidemment dans la liste. On va continuer par Louis, Fabio, Victor. Et On va verra faire dans l'ordre, comment on ça va sera dire épuisé. Verstappen. Verstappen, c'est une bonne réponse. On va continuer Rosberg. Rosberg, c'est une bonne réponse. Ah, vous les faites dans l'ordre. Vettel. Vettel, c'est une bonne réponse. Allez, dans l'ordre. Hein. Je l'avais jusque-là, mais là, je tombe dans la mauvaise position. Non, attendez, il faut que je réfléchisse un peu, mais j'ai peur de laisser trop de blanc là. Il va falloir m'aider. Non, il y a- Discuter, Il n'y a pas discuter. d'aide après. Pas Il y en a forcément, encore beaucoup pas- qui sont accessibles là, Oui. quand même. Oui, Bah, je vais dire Hakkinen, mais c'est pas dans la. c'est dans pas la grave, C'est pas dans C'est l'ordre, grave. mais Ok. Mika Hakkinen, c'est On évidemment fait dans une l'ordre, bonne on fait dans réponse. l'ordre, les gars. Allez, le Jenson moment. Button. Bravo, Louis. Kimi Raikkonen. C'est une bonne réponse. Alonso. C'est une bonne réponse. Lisa, n'essaye pas de jeter un coup d'œil à l'écran, je sais Non, que c'est à non, la portée de tes yeux. Je regarde pas. Il. Lequel C'est ce que j'allais dire. Alors là, tu m'en demandes un peu beaucoup. Ah, Est-ce que tu n'aurais pas lu sur le. Non, l'écran, ah non, par non, hasard par contre, promis que non. Tu parles peut-être de Damon Hill qui a été champion du monde en 1987. Pourquoi Ouais. tu cites des champions Bah, je sais pas, c'est ce qui me vient en premier. Ah, je t'as sais dit pas ça pourquoi. Je te compte Damon des- Hill. J'ai dit il juste. Il y en a, ok. Il y en a deux. plusieurs. Il y en a deux. Il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux. Il y en a trois. Et il Mais nous a je- dit ça en mode ça. Je te compte Damon Hill qui a Oui, été Damon, champion en ouais. 96 avec Williams. C'est à moi C'est à toi. Schumacher. Schumacher, Oui, évidemment. bah oui. C'était la Non, suite. mais hein. oui. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui a été champion juste après Damon Hill en 97 avec la Williams toujours. Prost. Prost, évidemment, c'est bon. Je vais devoir couper l'ordinateur. Non, je regarde pas. Bah en fait, j'allais dire allez-y, mais du coup il n'est pas champion. Ah bah, allez-y, c'est élimination. Il n'est pas champion, oui. Donc. Lisa, quand même, il y a au moins un pilote que tu peux avoir là quand même. Bon, écoute, j'ai dit Hamilton déjà, j'en ai dit beaucoup. Allez, un mythique. Mais oui, on t'aide un peu parce qu'on n'a pas envie de te voir humilier dès le début du Pardon, jeu, mais il y a From quand même un- Brazil. il y a quand même un Triple triple champion champion. du monde brésilien. mal au Brésil. Bah. Il est fan de. Lewis Hamilton est fan. un Ah fan. oui, bah c'est non, oui. Ah oui, bah voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans la tête, je sais pas pourquoi. Alors, bah ça c'est Non, mais autre oui, chose. oui, Ah, oui, bah, c'est Bah, ça, presque. Mansell. Nigel Mansell en 92. Allez, moi je reste chez les Villeneuve. Gilles Villeneuve. Mais Gilles Gilles Villeneuve n'a Villeneuve, jamais été mais- champion. Oh là 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 là, Fabio, je suis L'erreur désolé, de Fabio. Je suis désolé, mais par contre, il n'y aura pas de, il y aura pas de repêchage. Je sors sur une erreur. L'élimination Fabio. est brutale, mais Gilles Villeneuve n'a jamais été champion du monde. Oh malheureusement. non. C'est son coéquipier Jody Scheckter qui l'a été en 79. Bah du Mais- coup tu nous spoil là. pourquoi tu dis Faut écouter. Je sors sur une erreur. Bah du coup tu peux Ah cocher ouais. celui que t'as dit. On verra si vous le retiendrez. Dans l'ordre, Piquet. C'est pas dans l'ordre, mais Nelson Piquet a été champion du monde. Triple Bah. champion du monde. Bah je vais pas tricher et redire celui que tu viens de dire, mais. Tu peux, ça peut te sauver un tour. Non, non, c'est pas grave. Je vais essayer de réfléchir 30 secondes. Il va falloir rendre l'antenne après l'île. Oui. Il faudra y penser. Je crois qu'il fait nuit. J'ai pas. T'as pas Bah, je suis gentil, je te compte Scheckter. Parce que je l'ai dit. Ok. Oui, Marius, il Non, me mais- carie là. Vas-y. Le prochain tour, tu vas sauter. Oui, dans bah tous les oui. cas. Je voulais faire dans l'ordre, Victor, mais je crois que je vais dire Niki Lauda. C'est pas dans l'ordre, mais ça, c'est bon. Victor. De tête, du coup, j'ai plus celui qui est après Piquet. Mais on va redescendre. Donc, Ah, il y a encore on du va choix. passer à Jones. Son prénom Alan, Alan Jones. 1980. Presque dans l'ordre. Il y en a un que vous avez sauté. Ah ouais Lisa. Bah retrouvez-le. Allez, grave, moi je vais Ouais, pas le moi, retrouver. Lisa, tu peux avoir. Franchement, C'est tu vrai peux avoir. Franchement, il y a des noms, tu peux avoir. Après, il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes. C'est quoi, Non, c'est non, quoi mais l'année je qu'on sais n'a bien. pas C'est un peu plus vieux. Là. L'année que vous avez pas, il me semble que c'est 1982. Si je dis pas de bêtises.
Je dis peut-être une bêtise, mais ouais, il me semble. C'est sûr même que c'est 82 quasiment. Ok. Moi, j'ai plus là, hein, excusez-moi, mais. C'est éliminé. Ça se joue entre Lou et Victor. Jackie Stewart. Jackie Stewart, c'est une bonne réponse. James Hunt. James Hunt, c'est une bonne réponse. Je voulais tricher et dire un autre Hill, mais Bah, tu Bah, peux. il y en a encore deux. Il faut me donner les prénoms. ouais, mais j'ai pas le prénom. Je vais dire Farina. Giuseppe Farina, le tout premier. Tout premier. C'était bon. Je vais suivre avec Fangio. Fangio, 5 fois champion du monde. Lisa, t'aurais pu l'avoir celui-là. Oui, mais j'avais même Farina. Hein, mais... Euh, J'ai des problèmes de mémoire. Excusez-moi. C'est pas gentil, Victor. Le pilote favori de Julien Febvre. Non, mais alors lui, Oui. il s'est trompé, mais il Je donne sait. des indices. Non, mais je cherchais un Australien qui avait gagné, mais j'ai plus son nom. Ah, il y a encore du J'ai- Brésilien, il y a Ouais, du- il y a du monde il y a encore. hein. Ah ouais Il y a de l'anglais, il y a du monde, il y a du beau monde. je- Ouais, Jaune. Tu donnes la victoire à Victor. Non, j'ai mais pas envie, sinon- en fait. Sinon, redonne ta vie à Fabio. On refait vivre Fabio. Et là, on fait un duel ça des. n'existe pas, malheureusement, ça n'existe pas. connaissais Mais non. Allez, je suis frustré. Pilote favori de Julien Febvre. Je peux te donner un il en indice parle si tu veux. souvent. Si Il Victor a même. accepte, je peux te donner un il indice. a Oh, même- Fittipaldi, non Fittipaldi. Fittipaldi, c'est bon. Je vais sauter au prochain. Hawthorne. T'as dit quoi? C'est bon, Mike Hawthorne. Ah oui, c'est bon. d'accord. 59, il me semble. Julien Febvre a même un Après, casque après Fangio, qu'il a fait signer sur la vidéo que tu as regardée à Spa par le pilote. Ouais, mais là, t'as un truc. Oula. Mais là, tu me parles de Si Jackie tu- X, là. si Là, tu tu me parles parles de de ce Jackie pilote, X. il n'est pas champion du monde. Ah non, il est pas champion, Jackie Jackie X n'est pas champion du monde. Ah oui. Non, il n'est pas champion du monde. Fabio, c'est vraiment. Bon, un zéro Fabio, point. là, C'est un zéro pointé, là, c'est la fatigue. Même, c'est la même fatigue. hors jeu, c'est 0 pointé. Vraiment, Fabio, il va falloir se reposer un peu comme Lewis Hamilton, je pense d'ailleurs. Ouais, je pense aussi. Là. Je vais aller le rejoindre dans sa retraite spirituelle. Oh, il y a un champion Bah, du c'est monde dont on a beaucoup parlé quand même pour l'entrée d'une potentielle autre écurie. Cadillac, il y a quand même son nom qui a, Le truc, qui a c'est résonné. que les années 60, Il y a un champion j'ai du pas en monde fait. qui est le père d'un autre champion du monde qui a été donné. Ah oui, on n'a pas dit, Rosberg. Le père Rosberg. Qui s'appelle Kéké. Keke. 82, il me semble. Voilà. Je survis, je surnage. Victor va m'éteindre. Mais- Victor, c'est encore. Surtees. Mais Victor, Ah il les sort tellement comme Si, ça. Victor, en plus, il sort pas le plus simple. Hein. Surtees. John Surtees. Champion en moto et. Et oui. Mais oui, mais j'ai fait Ah, un plus. Louis nous a fait un superbe sujet, ça a retrouvé sur nos réseaux sociaux, sur John Surtees. Ah, en j'ai plus, des cet été, une boules. superbe vidéo. Ah Si vous ouais. avez 2 minutes de votre temps à perdre, n'hésitez pas. Je crois que je vais rendre la main et l'antenne en même temps. Jones. Il n'y a pas de Jones. Il y a pas. Alors, Victor, c'est pas Indiana Est-ce que tu veux commencer peut-être par les Hills? Phil Hill. Phil Hill, c'est bon. Et Graham Hill. Graham Hill, c'est bon. Graham. Il t'en reste 6. Il me reste Rintz. Jochen Rindt, c'est bon. C'est une encyclopédie. Attends, t'as dit Yanka Brabham. Ah, je l'ai pas Brabham, dit. c'est bon. T'avais dit Clark. Non, je l'ai Non, pas dit. Clark, Ah, c'est Jim bon. Clark, je l'ai pas dit. Clark n'a Oh, pas ouais, été ouais, dit. ouais. Il en reste 3. Il y en a Non, 2. t'as Il y en a, Stewart, il y en a, Stewart, c'est Stewart, pas j'ai dit. dit, ouais. il y en a 2 qui sont abordables. Il y en a peut-être un qui a un. C'est un peu les champions où on pêche. Un peu à chaque premier, il fois. est trop facile. Comment j'ai pas eu ça? Il faut penser à des circuits. Mm. T'as gagné, donc je peux un peu t'aider. Des virages connus. Euh, Une chicane, notamment. Une chicane. Ah oui, Ascari. on Oui. a pas dit. Oh là là, ouais, on est grave. Hein. Un on est personnage, grave. un personnage qui a été champion du monde, un personnage qui est d'ailleurs le pilote all-time de Jacques Villeneuve. Il avait fait un tableau de tous les champions du monde qu'il préférait en termes de performance pure et c'était celui-là qui était ressorti en finale contre Fernando Alonso. C'était une très bonne vidéo de youtubeurs canadiens. Ils avaient invité Jacques Villeneuve et c'était très sympa. Il avait fait un tableau, un bracket de tous les champions du monde de F1 et la finale c'était ce pilote contre Fernando Alonso. En termes de talent pur et de carrière. C'était étonnant à la Jacques Villeneuve. Oui. Il a parlé d'autres en F1, peut-être. Je pense qu'on peut arrêter le suspense. Ouais, hein. ouais. Voilà, je c'était pense. Mario Andretti Andretti, ouais. et Ah oui, moi, Denny tout à l'heure, j'ai dit, Hulme. Denny Oui, quoi lui. Yulm. Ouais, ouais. J'aurais jamais 67. Oh, les Ascari, Ça je va, m'en ça veux. va, on n'a pas été Ascari, trop je m'en nuls. veux. hein. Non, non, non. C'est un C'est fou. moi. Non, mais c'est vrai que certains ont eu un peu de mal à ma gauche. Mais Oh, je finis Ils pas ils dernier reviendront comme plus l'autre fois. fort. Ils reviendront plus fort. Peut-être au Grand Prix d'Abu Dhabi ou la saison prochaine. On verra. Ouais, ça sera plus ça. Bon, en tout cas, on a un peu traîné sur l'horaire de l'émission, mais ça nous a fait plaisir de partager ce petit jeu et de débriefer ce gros Grand Prix du Qatar.
Merci à Samy et Lena qui étaient en régie pour cette émission. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. On connaîtra le champion du monde 2025, la 5e étoile de Verstappen ou un nouveau nom au tableau des 34 et peut-être donc 35 champions du monde avec Oscar Piastri ou Lando Norris qui est mieux positionné que jamais. Ne manquez pas en tout cas ce 7 décembre. Soyez devant vos télés à 14h pour le départ de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Restez connectés. Salut tout le monde.